VOA Afrique. Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Mercredi, c'était, du moins officiellement, la fête des amoureux avec la Saint-Valentin. Mais on peut célébrer l'amour tous les jours, n'est-ce pas, Roger? Ah, je suis d'accord. Oui, pas besoin d'attendre le 14 février pour ça. Mais je dois dire aussi que cette fête, c'est aussi pour les enfants. Et surtout pour les enfants ici aux États-Unis. Je t'en dirai un peu plus tard. Nous parlerons bien sûr amour cette semaine avec au sommaire. Le Kenya, 3e exportateur mondial de fleurs. À vos amours avec Edwige Asamoah. Nous espérons aussi que elle pourra répondre, pas toutes peut-être, mais à certaines de vos questions. J'espère. Nous aurons la suite de notre volet sur les immigrés africains passés par la frontière mexicaine. Ouais, nos rendez-vous hebdomadaires ne manqueront surtout pas. Hashtag vous et nous et l'Anglais Express. Nous parlerons du Festival panafricain du cinéma. Et parlons un peu d'abord, un peu Valentine. Ici aux États-Unis, Ekia, je vais t'en dire un peu plus pour t'apprendre, toi qui n'es pas américaine. Apprends-moi, j'aime apprendre. C'est une fête très suivie et comme je le disais aussi au début, c'est une fête qui est d'abord pour les enfants. Bien sûr, tout le monde joue le jeu. Vous pouvez vous faire inviter par votre Valentine au restaurant. Les magasins sont pleins de cœur et les cadeaux roses sont légion en fait. Surtout, c'est bien dans les écoles, comme je disais, que cette fête est la plus marquante. C'est donc une fête où l'on déclare son amitié. Dans les high schools ou les lycées, voilà exactement, les élèves s'envoient des roses jaunes pour l'amitié rose et pour l'amour. C'est aussi, comme toujours, une occasion de vendre. Et juste après Noël, tout le rouge et vert est remplacé par le rouge et rose. Mais tout d'abord, Ekia, commençons avec la question de la semaine de On dit quoi Oui, une question très importante. On entre dans le vif du sujet. On a posé la question donc, en Afrique et aux États-Unis de savoir comment s'est passée votre première fois, votre première histoire d'amour. On va avoir tout de suite ces propos recueillis par Arzuma Compaoré ici et par notre boîte de production sur le continent. C'est bon. Il y avait cette fille dans ma classe qui m'avait approché. Au début, je ne voulais pas, mais à la fin, je me suis intéressé à elle et nous sommes sortis ensemble. C'était amusant pour moi. Si je peux parler de mon histoire amoureuse, la toute première fois que je suis tombée amoureuse, c'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre, c'était tout au long d'un voyage. Je voyageais, c'était dans un bateau. Et lorsque je montais dans le bateau, le tout premier homme que j'avais vu, c'était mon premier amour. J'ai eu mon premier grand amour à 14 ans. J'étais dans une colonie de vacances. J'étais tombée amoureuse d'un garçon. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 semaines et ça s'est arrêté là. Un vrai drame. Pour la première fois, j'étais vraiment confuse. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Il s'appelle Mike. Je voulais causer avec lui à tout moment. J'étais vraiment attachée à lui. J'avais beaucoup de sentiments pour lui. Je le connaissais depuis un bout de temps. Tout a commencé sur une piste de danse. Nous étions en train de danser quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Waouh, qui est la question que je pensais quand je regardais ça. L'amour, c'est beau l'amour, c'est très beau l'amour, je suis d'accord. Il faut te retourner la question. Ta première fois. Laisse-moi te poser ma question. La première fois que tu as été amoureuse, c'était comment? Je me rappelle plus. Non, tu Tout ce que je sais, c'est que j'avais comparé ça à une fuite d'eau. Quand tu mets ta main sous l'eau, c'est poétique ça. Tu as beau boucher le conduit, l'eau finit toujours par passer. C'est comme l'amour. Moi, il y avait beaucoup de fleurs. Je te raconterai pas l'histoire, c'est une histoire très longue. Mais parlant de fleurs, l'industrie florale kenyane connaît une forte croissance depuis 1980. Elle occupe aujourd'hui la 3e place à l'échelle mondiale et devient ainsi la première en termes d'exportation vers le continent européen. Selon les producteurs de fleurs du Kenya, un vol direct reliant Nairobi à New York serait un atout considérable pour la conquête du marché américain. Reportage de Daniel Schaff dit par Raissa Gironda.
Jusqu'ici orientée principalement vers l'Europe, l'industrie des fleurs du Kenya pourrait bientôt connaître un nouveau succès grâce à une liaison aérienne directe avec les États-Unis à partir d'octobre. Notre objectif, c'est de pouvoir accéder au marché américain. Nous ne voulons pas de concurrence avec les Sud-Américains, qui sont les principaux producteurs ou fournisseurs de fleurs en Amérique du Nord. Nous serons d'un très grand apport en termes de complémentarité, car nous offrons des produits très différents de ceux déjà présents. Les roses du Kenya sont de plus petite taille que celles de la Colombie, qui dominent le marché américain. Par contre, leur variété et leur coût de production relativement bas pourraient donner un avantage au Kenya. La plupart des fleurs du Kenya sont vendues en Europe. Le Kenya est le plus gros fournisseur de roses en Australie et au Japon, surtout pendant la Saint-Valentin. Parce qu'en cette période, les demandes sont nombreuses. En fait, c'est l'époque où parfois la demande dépasse l'offre. Pour se préparer à faire face à la forte demande pendant la Saint-Valentin, les producteurs de fleurs se voient obligés d'employer de la main-d'œuvre supplémentaire, estimée à près de 100 000 employés saisonniers. Selon des estimations officielles, l'industrie florale au Kenya fournit au moins 400 000 emplois supplémentaires, pourvoyant ainsi des moyens de subsistance à environ 2 millions de personnes. En accédant davantage au marché américain, l'industrie kenyane des fleurs ne pourra que croître. Moi, je suis contente et fière de voir que le marché revient à l'Afrique. 3e rang, c'est quand même pas rien pour ces exportations de fleurs. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a l'amour. Oui, j'espère que tu offriras aussi des fleurs à tes collègues. J'ai jamais vu de fleurs. Tu parles de beaucoup de fleurs. À présent, maintenant, on passe à notre segment « À vos amours ». Alors, on voit Edwige qui est déjà prête. Edwige. On est assortis en plus. Tout en rouge. C'est toi l'intrus. C'est moi l'intrus, c'est vrai. Alors, sans plus tarder, il y a beaucoup de questions qu'on a pu relever sur notre page VOA Afrique, notamment Augustin Kambou au Burkina Faso qui s'inquiète comment renforcer et conserver les relations à distance quand on est loin de son Valentin. Lui est au Burkina Faso, à Ouagadougou, et sa dulcinée est à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Et autre question, comment reconnaître que même à distance, ton ami t'aime ? J'aime beaucoup ces questions d'amour à distance. Bonne Saint-Valentin à tous. Alors, il est important de renforcer et de conserver cet amour à distance par des actions, des gestes, des attitudes quotidiennes, c'est-à-dire le petit SMS, les petites dates qu'on se programme, les petits mots d'amour, tout ça pour dire que c'est la question de confiance. La question de confiance, c'est est-ce que je fais confiance à l'autre pour m'attendre, pour m'aimer, et à partir du moment où on a une relation de confiance avec l'autre, l'amour est là. Mais écoute, Osana Dimangar du Tchad dit « Existe-t-il aujourd'hui une vraie relation amoureuse sans calcul, que ce soit tant du côté de l'homme que de celui de la femme. Le matérialisme n'est-il pas un obstacle à toute bonne relation, d'après lui? La relation amoureuse véritable est possible. Maintenant, je tiens l'attention pour la définition du matérialisme. C'est quoi être matérialiste? C'est l'attitude, le comportement de celui ou de celle qui s'attache aux jouissances, aux biens matériels, aux valeurs monétaires et aux plaisirs matériels. Donc, je voudrais dire à ce moment-là qu'il faut faire la différence entre assurer d'avoir un confort, et nous les femmes, on aime avoir son confort. Les hommes aussi, d'ailleurs. Voilà. Les hommes, vous aimez bien avoir une maison bien rangée, avec un certain confort. Ouais. Et ce qui ne s'appelle pas du matérialisme, ça s'appelle être dans le confort. Edwige, merci infiniment. Merci beaucoup, Edwige. Edwige, qui est l'homme chanceux qui a invité Edwige au restaurant? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Maintenant, ça se... Mon cher et tendre amoureux, mon cher et tendre mari, depuis 30 ans. Merci Edwige, à la prochaine.
Elle revient, notre radieuse. Je pense que tu sais de qui je parle. Ouais, tu parles de Dili Diko. Oui, c'est exact. Avec l'hashtag vous et nous, avec une nouvelle question dont je me tarde de savoir quelle est-elle. Oui. Salut Dili. Salut Etia, salut Roger. La question de la semaine, vous arrive-t-il d'envoyer des lettres ou des cartes postales? Oui, non, pourquoi? Donc on commence par Louis Moutanga qui nous écrit de Kamina. Et il nous dit « Malheureusement, les bonnes pratiques comme la lecture et l'écriture ne font plus partie de nos habitudes. Ici, cela a entraîné la disparition du service postal qui a également souffert du boom de la téléphonie mobile. Je déplore le fait que l'on ne sache plus rédiger à la main de belles lettres en y joignant des cartes postales. » Non, c'est vrai, on fait beaucoup trop d'écriture texto. La technologie a pris place, les textos, des SMS. Vous arrive-t-il d'envoyer des cartes postales ou des lettres? Non, c'est fini. C'est rare quand je pars vraiment loin. Alors, commentaire suivant, c'est Bakary Diakité qui nous écrit, et pas Diakité, il nous écrit d'Abidjan en Côte d'Ivoire et il nous dit « Depuis 1995, j'échange des lettres et des cartes postales avec mes amis qui sont aux 4 coins du monde. Je pense que la correspondance m'a aidé ou m'a incité à apprendre d'autres langues, en particulier l'anglais. » Voilà. C'est tout pour aujourd'hui? Non, ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Non, on a encore besoin de dire. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment des photos que j'aimerais te montrer, c'est 2 portraits. Donc, le 12 février, les portraits officiels de Michelle et Barack Obama ont été révélés à la National Portrait Gallery, ici à Washington. Et donc, ici, on peut voir le portrait de Michelle. Et sur la page suivante, on peut voir le portrait de Barack Obama. Donc, ce sont des portraits qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout conventionnels. Ils se différencient vraiment beaucoup des portraits précédents. Voilà, donc voici ce qu'il y avait précédemment. Si on peut cliquer sur celui de Bill Clinton ou de George Bush. Donc, c'était vraiment beaucoup plus classique. C'est beaucoup plus agréable celui de Barack Obama. Ouais. Voilà, donc ça dépend des goûts en fait. Donc les internautes n'étaient pas d'accord, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup parlé des portraits. Et il y a eu pas mal de montages de ceux qui n'ont pas beaucoup aimé ce portrait de Barack Obama. Mais en fait, ce portrait de Barack Obama a beaucoup de signification, car on voit toutes ces verdures-là, et dans la verdure, plusieurs fleurs qui ont toutes une signification symbolique. Donc, je vous explique. Les chrysanthèmes sont censés symboliser la ville de Chicago, où Michelle et Barack habitent, et aussi la fleur de jasmin, qui est censée faire référence à l'enfance de Barack Obama, passée à Hawaï. Et enfin, le lys bleu du Nil, qui rend hommage aux origines kenyanes de Barack Obama. Wow. Voilà. Quant au portrait de Michelle Obama, on l'a vu dans une robe très contemporaine, avec des motifs très moderne. Beaucoup de personnes ont par contre critiqué le visage parce qu'ils trouvent qu'il ressemble pas vraiment beaucoup à Michelle Obama. Merci beaucoup, merci Dili. Merci Ekia, merci Roger, à la prochaine. À la semaine prochaine. Vous suivez Vous et Nous et on revient après une courte pause avec l'Anglais Express, la suite de nos reportages sur l'immigration clandestine et on parlera cinéma avec le Pan African Film Festival. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
part 2. Vous voulez apprendre anglais comme vous faites habituellement dans cette émission. C'est maintenant avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Les canaris sont des petits oiseaux tout jaunes. Canary in a coal mine, un canari dans une mine de charbon. Pourquoi ces oiseaux adorables se trouveraient-ils dans une mine de charbon? Essayons de comprendre. Did you hear about Sarah? The boss took her to dinner and then fired her the next day. The same thing happened to Jason. The boss took him to dinner and then fired him. Dinner with the boss is like a canary in a coal mine. Si un canari respire des gaz toxiques, il devient malade et meurt encore plus rapidement qu'un être humain. Au siècle dernier, les mineurs emmenaient des canaris en cage avec eux dans les mines de charbon et si les canaris mouraient, ils savaient que l'air était toxique et bien sûr sortaient immédiatement pour ne pas subir le même sort. Donc on se sert de l'expression « canary in a coal mine » comme un avertissement. En d'autres mots, « be careful », faites attention. « It's a canary in a coal mine ». Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel, vous retrouvez l'Anglais Express sur www.voaafrique.com, rubrique « Vous et nous ». Cette semaine, nous poursuivons notre volet sur l'immigration clandestine avec des Africains ayant pris la route de la frontière mexicaine. Reportage de notre confrère Enoch Fente du service Corne de l'Afrique à la VOA. Priscilla Olivares est une avocate du Texas. Sa spécialité, l'immigration. La plupart de ses clients sont des migrants latino-américains arrêtés alors qu'ils traversaient illégalement la frontière mexicaine. Récemment, elle a défendu les Africains. Un parcours différent, mais la même histoire. Une majorité de ces migrants demandent l'asile, soit parce qu'ils étaient persécutés, soit parce qu'ils craignent de l'être en cas de rapatriement forcé. Maître Olivares représente Simeon Koroma, un Sierra-Léonais détenu ici au Texas. Les autorités n'ont pas permis à la Voix de l'Amérique d'interviewer Koroma sur place, donc nous l'avons joint par téléphone. J'ai quitté la Sierra Leone pour cause de persécution. Quant à Siméon, il a peur de retourner dans son pays parce qu'il a été ou pourrait être persécuté si on l'y oblige. Koroma raconte comment, accompagné d'autres migrants venant du Brésil, il a traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale pour arriver aux États-Unis. Nous avons mis 4 jours pour parcourir environ 200 km. Nous avons escaladé 7 montagnes et traversé le fleuve Panama. C'était vraiment dangereux. Un juge de l'immigration américaine a rejeté la demande de Koroma en octobre dernier et ordonné son expulsion. Il a fait appel de la décision et devrait rester donc plus longtemps en détention. J'en ai assez. Déjà 9 mois en détention. Y rester 8 mois de plus me serait néfaste. Les demandes d'asile sont si nombreuses que les tribunaux de l'immigration sont dépassés. À Austin, Jennifer Long dirige un centre d'accueil où les réfugiés remis en liberté peuvent loger en attendant d'obtenir un permis de travail. Casa Marianella abrite surtout des migrants d'Afrique subsaharienne. Ils doivent malheureusement poursuivre leur démarche tout en restant en détention et d'habitude sans accès à un avocat. En général, un détenu n'obtient pas l'asile politique. Les gens sont donc expulsés directement à partir de ces centres. Pour Maître Olivares, si tant de demandes d'asile n'aboutissent pas, c'est parce que les demandeurs omettent des détails pertinents dans leur dossier. Voilà, Enoch, vous êtes l'auteur de ce beau reportage qu'on vient de suivre. C'est l'une des frontières, on doit le dire, les plus poreuses du monde, où chaque mois, avec l'aide des passeurs, les Latinos, non seulement les Latinos, mais aussi les Africains entrent par le Mexique. Mais alors, vous êtes allé à la rencontre, comme on l'a vu dans ce reportage, de ces candidats au rêve américain. Vos impressions sur leur situation quand vous êtes arrivé? La plupart de ces migrants commencent leur périple en fuyant leur pays d'origine car ils y sont persécutés.
Ils parviennent à s'enfuir en obtenant des visas pour le Brésil ou l'Équateur. Puis ils remontent toute l'Amérique du Sud et centrale pour rejoindre les États-Unis via le Mexique. Ils doivent faire face à de nombreuses difficultés sur leur chemin, des trafiquants de drogue, une barrière linguistique, l'espagnol. La plupart des immigrants hispaniques qui empruntent cette route bénéficient d'accords sur les visas. Il y a des accords bilatéraux entre les pays latino-américains. Pour eux, il est donc plus facile de prendre des transports en commun, mais pour les Africains, la traversée est beaucoup plus difficile. Ils doivent faire de l'autostop en bus ou en camion. C'est un voyage très compliqué. C'est ce que nous essayons de raconter à travers ce reportage, à quel point ce trajet est difficile et quelle est la suite lorsqu'ils arrivent à la frontière des États-Unis. On voit de nombreux migrants qui partent et retentent leur chance sans cesse pour pouvoir venir jusqu'aux États-Unis. Une fois arrivés parmi les personnes qu'on a pu voir, quelles sont les chances de pouvoir rester? Quel est le bon processus pour eux pour pouvoir rester sur place? Une fois arrivés à la frontière, les immigrants africains demandent l'asile politique. Ils ne traversent pas la frontière de façon illégale. Ils se rendent dans les services d'immigration américains et ils demandent l'asile en expliquant qu'ils ont été persécutés dans leur pays et que s'ils retournent, ils vont subir davantage de persécutions. Alors, ils demandent aux États-Unis de les protéger. À la frontière, ils sont immédiatement interrogés et après leur enregistrement, ils deviennent des demandeurs d'asile qui sont gardés dans des centres de détention, ce qui, en gros, revient à être en prison. Voilà ce qui se passe dès qu'ils arrivent aux États-Unis. Certains d'entre eux sont détenus 6 mois. That's what happens as soon as they arrive in the US, and some of them stay 6 months, some of them, the story of Simeon Koroma, which we've seen. D'autres, comme c'est le cas de Simeon Koroma, sont détenus plus d'une année. Dans son cas, Simeon devra sûrement attendre plus de 8 mois avant de pouvoir faire appel. C'est un processus très long, similaire à une incarcération. Il y a à ce jour environ 34 000 personnes dans ces centres de détention. Currently, there are about, I think, 34,000 people in immigration detention. Merci infiniment. Je rappelle encore une fois que vous êtes l'auteur de ce reportage. Merci Enoch. À plus. Du 8 au 19 février se tient le Festival panafricain du cinéma. C'est à Los Angeles, en Californie. C'est la 26e édition. Nous avons l'honneur d'avoir par Skype Ayuko Babou, l'initiateur de ce projet, soutenu par de nombreux acteurs noirs américains tels que Danny Glover. J'ai eu la chance de participer une année à votre festival où j'ai découvert des films en avant-première de réalisateurs pas nécessairement connus, mais ô combien talentueux. Je pense à Dieudonné Amadi du Congo ou Bamba Diong Bamba de Côte d'Ivoire. Comment faites-vous votre sélection ? La façon dont nous faisons notre sélection, ça comporte 2 phases. D'abord, nous avons une philosophie qui dit que pour vraiment comprendre notre histoire, pour les Africains, ceux qui sont des Indiens africains, il faut comprendre la traite des Noirs et la colonisation. Par conséquent, nous devons entendre toutes les voix, les Haïtiens, les Libériens, les Ivoiriens, Harlem, Atlanta, et nous mettons ensemble toutes ces histoires. C'est la façon de mieux nous comprendre, de comprendre notre richesse et d'aider les gens aussi, d'aider d'autres à comprendre ce que nous sommes. La deuxième chose que nous faisons, nous ne sommes pas tellement préoccupés par les aspects techniques du film, tout ce qui peut être appris. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, ce que la jeune personne a à raconter et quelle inspiration nous pouvons en tirer. Certains médias vous ont qualifié, ont qualifié votre festival de plus grand festival du film noir.
quelle autre activité, moi je voulais juste savoir, quelle autre activité faites-vous en dehors du festival, sachant que certaines personnes, dont la communauté afro-américaine, pensent qu'il n'y a pas assez de films à Hollywood réalisés par des Noirs? Nous sommes le plus grand festival noir du film aux États-Unis et aussi le plus prestigieux. Ça s'appelle le Festival panafricain du film et des arts pour une raison. Nous avons une composante artistique où nous invitons environ 75 peintres, artistes, modistes et bijoutiers venant d'un peu partout pour participer au festival, en même temps que le côté cinéma. Nous avons la représentation de 40 à 50 pays, des cinéastes, des artistes de talent. Merci beaucoup, Monsieur Babou. Merci. Je sais que vous travaillez aussi avec AMA Award, qui est notre organisation en Afrique, et vous faites du bon boulot pour les réalisateurs africains, les réalisateurs noirs. Merci. La date de sortie mondiale en salle du film, c'est Black Panther, c'est le 16 février, mais il fait l'objet d'une projection spéciale à Kisumu, au Kenya, où l'une des stars du film, Lupita Nyong'o, a grandi et où son père est actuellement gouverneur. La ville de Kisumu a été choisie pour une projection privée et public aussi du film. C'est dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire de Kisumu une ville connue pour ses arts et ses divertissements. Lupita Nyong'o, la fille du gouverneur, comme je l'ai dit, joue dans Black Panther en tant que Nakia, un membre éminent de la famille royale Wakanda. Il faut dire aussi ici, Kia, que si cet excellent film, tourné dans différentes régions d'Atlanta, aurait généré près de 90 millions de dollars pour l'économie de la Géorgie. Espérons aussi qu'à Kisumu, ça pourra aussi générer beaucoup d'argent. Affaire à suivre. Affaire à suivre, voilà. Waouh. Super, super. Lupita Nyong'o, bravo. Et ça, il faut dire qu'avant le film fasse sortie aux États-Unis, Nyong'o a déjà... ben c'est normal, elle incarne tellement bien tout, on ne peut qu'applaudir. Bravo. Mais voilà, merci à tous nos téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde. Et comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!